Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce dimanche 9 janvier 2022 à la une de ce journal. Nouveau coup de théâtre à l'Assemblée nationale, il était question de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal après qu'une majorité des députés l'ont refusé. Des mots chocs prononcés par Emmanuel Macron lors d'une interview, on voit tout ça en début de ce journal. Le conflit continue entre l'Ukraine et la Russie, ce que craignent les pays occidentaux d'une nouvelle escalade dans l'est de l'Ukraine. Les forces militaires russes s'amassent aux frontières de l'Ukraine. Le risque de conflit avec la Russie est réel, d'après le chef de l'OTAN. Les frères Bogdanov n'étaient plus, ils étaient inséparables. Igor Bogdanov s'est éteint ce lundi 3 janvier à l'âge de 72 ans, une semaine après son frère Grishka. Ils avaient passé leur vie côte à côte. Retour sur leur histoire et sur leur carrière de front à la fin de ce journal. Bienvenue dans ce journal sur AR1. C'est des mots forts qui ont été entendus à l'Assemblée nationale. Lundi soir s'est tenu un débat pour examiner le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, mais ceci avait déjà fait l'objet d'une suspension surprise par l'Assemblée après qu'une majorité de députés ont refusé la poursuite des débats après minuit. Des propos chocs ont été prononcés envers les non-vaccinés de la part du président de la République Emmanuel Macron. Réponse dans ce reportage de Meiki Suplon. Après des heures de débat agités sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale, peu après minuit mardi, à la surprise générale, les députés ont voté et ont décidé de ne plus continuer les débats sur le pass vaccinal. Suite aux arrêts des discussions, le Premier ministre n'a pas caché sa colère face aux députés de l'opposition, qui selon Jean Castex bloquent le débat sur les non-vaccinés. Le soir même, les discussions ont à nouveau été suspendues suite aux propos d'Emmanuel Macron dans Le Parisien sur les non-vaccinés. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer à le faire jusqu'au bout. Jeudi, l'Assemblée a finalement décidé d'adopter en première lecture le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. Le texte sera présenté au Sénat. Le pass vaccinal sera obligatoire dès l'âge de 12 ans. Dans les hôpitaux, les tests contre le virus resteront autorisés. À ce jour, plus de 300 000 cas ont été recensés ce samedi en France. Près de 8 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie, le conflit continue entre l'Ukraine et la Russie en raison des afflux de troupes russes inhabituels à la frontière dans l'est de l'Ukraine. Ils accumulent les tensions depuis 2014, mais les opinions divergent quant aux intentions de Moscou. Les pays occidentaux craignent une nouvelle escalade du conflit et l'OTAN s'inquiète du risque réel et doit se préparer à un échec de la diplomatie, d'après le secrétaire général de l'Alliance. Pour plus d'informations, un article a été écrit par Pierre-Emmanuel Alter, à retrouver sur notre site internet ar1info.fr. Place maintenant à l'actualité à l'étranger et c'est un coup dur pour Novak Djokovic qui ne pourra pas participer à l'Open d'Australie 2022 et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire australien par les autorités du pays où aura lieu le Grand Chelem alors qu'il bénéficiait d'une exemption de vaccination contre le Covid-19 depuis l'annonce mardi 4 janvier pour lui permettre de participer au tournoi. Il s'est vu refuser son visa d'entrée au motif qu'il ne remplissait pas les strictes conditions d'entrée en Australie. Ce jeudi 6 janvier, le calme règne autour du Capitole alors que l'an dernier, les congrès étaient violemment pris d'assaut. Les États-Unis ont commémoré le premier anniversaire de l'assaut du Capitole. Le président américain Joe Biden a prononcé un discours à l'endroit même où des milliers de partisans républicains s'engouffraient pour empêcher une transmission pacifique du pouvoir. Une minute de silence pour les victimes des événements était au programme. Au Kazakhstan, les tensions persistent dans les plus grandes villes du pays. À Almaty, quelques tirs ont été entendus aux alentours de 8 heures ce samedi, suivi d'un calme relatif. Depuis le début de l'année, le pays fait face à une fronde de grande ampleur déclenchée par une hausse du prix du gaz et qui a conduit à une violente répression. Aujourd'hui s'est tenu un long entretien entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview où, depuis le château des Tourelles de la Baule, Davian Maher revient sur les tensions à l'Assemblée nationale et reçoit la 7e députée de la circonscription de la Loire-Atlantique, Sandrine Josso. Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview depuis le château des Tourelles de Pornichet. Merci Sandrine Josso d'avoir accepté mon invitation. Très belle année. Merci Davian. À vous. Belle année également.
Nous nous retrouvons après une semaine agitée pour vous, les députés à l'Assemblée nationale, avec le vote du pass vaccinal. Ma première question donc, se tourne sur ces débats à l'Assemblée cette semaine. Tout d'abord, est-ce que vous étiez présente lors de ces débats ? Alors oui, je suis arrivée à l'Assemblée, je crois que c'était lundi dernier, donc j'ai été présente au débat. Après, de temps en temps, il faut aller dormir aussi. Mais en tout cas, oui, c'était une semaine très dense, très agitée. On ne savait pas exactement quand allait se terminer et quand allait avoir lieu le vote. Après, on est habitué au débat agité à l'Assemblée, donc c'est normal que les choses se discutent. C'est un peu l'endroit où jamais on peut discuter. Donc c'est quelque chose que je vis à longueur d'année, donc depuis que je suis élue depuis 2017. Donc c'est plutôt quelque chose d'accepté, et le principal c'est qu'on puisse continuer à parler, que la parole soit libre et qu'on soit aussi dans ce partage d'idées, et qui parfois fait faire surgir certaines polémiques parce qu'on n'est pas spécialement toujours d'accord, mais le principal c'est de se parler. Justement sur les propos d'Emmanuel Macron, une interview est sortie aux Parisiens, et notamment l'opposition, les Républicains, qui ont voulu arrêter les débats. Les séances étaient suspendues toutes les 5 minutes. Quelle était la tension qu'il y avait dans l'hémicycle ? Alors la tension, elle était provoquée par l'opposition qui avait là une tribune pour se faire entendre, donc ils en ont profité. C'est le jeu. Maintenant, est-ce que ça sert la cause ? Je ne pense pas. Je pense que l'opposition devrait se garder de faire des propositions plutôt que des polémiques, à mon avis. Que pensez-vous justement des députés qui ont voté contre, et plus précisément de ceux de la majorité présidentielle ? Il y en a 3, 2 des Outre-mer et un, il me semble, de Haute-Vienne. Quelle était votre réaction ? Alors, c'est très simple. Je pense qu'un député, il a aussi le droit d'avoir une liberté de vote. Et c'est certainement très assumé par les députés qui ont voté contre. Et peut-être aussi certains se sont abstenus. Moi, ça ne me pose pas de soucis. J'ai discuté avec des députés sur leur positionnement. Ils ont des bons arguments. Et voilà, tout est entendable. Voilà, nous sommes en démocratie, fort heureusement. Et c'est ainsi. Suite à ce vote, certains députés ont reçu des menaces, parfois des permanences qui ont été saccagées, comme par exemple le député Gesmar-Luc en début de semaine. Et vous, est-ce que vous avez reçu des menaces, que ce soit physiques, par message ou... Alors sur les menaces des députés, oui, c'est inadmissible de voir ça. Moi, j'ai bien sûr témoigné mon soutien à mon collègue Luc Gesmar et puis à mes autres collègues, comme par exemple le collègue Pascal Bois qui fait partie de la commission culture avec moi. C'est inadmissible de voir ça. Je pense que là, on arrive au non acceptable. Après, on est quand même un pays dans lequel tout est exprimable, mais de manière élégante. Et là, cette manière de faire, ces menaces, pour moi, c'est quelque chose qui ne doit pas être renouvelé. Malheureusement, ça se fait et on ne peut pas tout maîtriser. Et quant à moi-même, si j'ai reçu des menaces, pas énormément. J'ai été assez épargnée, j'en suis d'ailleurs soulagée, mais moi, c'est pas des menaces qui vont me faire reculer non plus. Donc, les menaces, ça marche pas chez moi. Et en démocratie, les menaces, c'est inacceptable. Et on continue de dialoguer. À partir du moment où les choses sont dites, on n'a pas besoin de le dire dans la violence. Ça fait jamais avancer sérieusement les sujets. Donc, et c'est pas une belle preuve de maturité non plus. Justement, en parlant de menaces et de petites polémiques, Emmanuel Macron avait changé en juillet 2020 la couleur du bleu du drapeau français. Est-ce que, suite à cette réaction, vous avez une réaction particulière ? Oh là là, alors si maintenant on regarde les petits détails, alors vous me direz, il y a une expression qui dit le diable se trouve dans les détails. Je pense qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels on se doit de faire des commentaires, parce que c'est des commentaires qui font avancer le débat et que c'est constructif et que ça fait avancer les consciences. Là, je pense que ce sujet-là n'aurait pas lieu d'être. Justement, ça en vient à la présidence française de l'Union européenne.
que la France a pris depuis le 1er janvier, et plus précisément, qu'est-ce que la Loire-Atlantique peut apporter à cette présidence, et plus particulièrement votre circonscription, la 7e circonscription. Ah, d'accord. Alors là, ça va ce sujet. Bon, déjà sur l'Europe, moi je trouve que c'est une belle opportunité pour le président. À proprement parler, est-ce que, par exemple, les habitants se sentent concernés par les sujets européens ? Moi, j'ai tendance à dire que peut-être que c'est aussi une occasion d'encore plus les impliquer. Vous savez que je suis très mobilisée sur les sujets de santé, donc on a vu ô combien c'était important aussi d'être vraiment main dans la main avec les pays d'Europe pour la vaccination. Sur des sujets de prévention aussi en lien avec la santé, je trouve que ça c'est important. Après, il y a certainement beaucoup de choses à dire sur l'Europe. Est-ce que tous les Ligériens sont des Européens convaincus? Moi je souhaite qu'ils le deviennent s'ils ne le sont pas encore assez, et je continuerai à discuter avec bien évidemment les habitants pour parler de ce sujet-là, puis mettre en avant peut-être certaines dispositions, par exemple par rapport au sel de Guérande. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat sur mentionner le label de l'agriculture biologique pour la fleur de sel, le sel. Et donc par exemple, ça c'est des débats qui attrait à l'alimentation, et ça c'est très en lien avec l'Europe. Donc nous sommes concernés dans la 7e circonscription. Est-ce que les habitants ont pu vous témoigner, c'est très récent, mais ils ont pu vous témoigner ce qu'ils ont pensé de cette présidence française de l'Union européenne? Très peu. C'est pas encore peut-être assez prégnant, et puis vous savez, je pense qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, les Français sont aussi parfois inquiets, angoissés pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des comorbidités, pour les enfants aussi. Donc je crois qu'il y a tellement en ce moment d'inquiétude que finalement il faudra rassurer. Peut-être que quand on va sortir de cette pandémie, quand il y aura au moins de contamination, on pourra passer à d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est certainement pas la priorité. Et puis je peux comprendre, mais on peut faire du en même temps. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Justement, les prochaines élections présidentielles à venir seront en avril prochain. Apporterez-vous votre soutien au président de la République pour les élections présidentielles s'il venait à se représenter? Alors je suis, grâce à lui, devenue députée. C'est parce qu'il a fait appel aux femmes pour que les femmes entrent au Parlement. Donc évidemment que si il souhaite mon soutien, bien évidemment, je lui donnerai volontiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la société civile soit vraiment durable en termes de représentativité au sein du Parlement. Quand je dis société civile, c'est aussi tous les députés, que ce soit des hommes ou des femmes qui n'étaient pas du tout dans la vie politique, et on a vraiment amené en fait ce regard, cette envie aussi d'être efficace, que souvent on critique la politique parce qu'elle n'est pas efficace, et puis cette envie de réaliser aussi. Donc moi, à mon avis, il y a plein de choses encore à faire, et ça doit être dans la durabilité. Ça fait peut-être un lien avec le mouvement que La République En Marche, le MoDem, se sont rassemblés pour créer Ensemble Citoyens, la nouvelle majorité présidentielle pour les élections à venir. Ouais, c'est une bonne chose qu'on fasse unité. Je trouve que ça permet aussi d'être beaucoup plus puissants ensemble. Notre pays, on en est tous fiers, on représente tous les citoyens. Donc on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour les 5 années à venir. On a déjà beaucoup travaillé. C'est vrai que la situation sanitaire a un petit peu ralenti certaines, on va dire, réformes qui étaient prévues. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler dans cette continuité. Sur justement les élections législatives à venir, quel est votre bilan en 5 ans de mandature sur la 7e circonscription? Alors j'ai adoré faire plein de choses. J'ai adoré le travail à l'Assemblée avec les responsabilités que j'ai, notamment en tant que présidente du groupe Cancer, en tant que commissaire aux affaires culturelles et à l'éducation. Ensuite, il y a des sujets très territoriaux comme ce dont nous parlions tout à l'heure, la problématique du sel
on va, avec mes collègues députés de La République En Marche et MoDem, porter une proposition de résolution. C'est un texte qui tient à faire en sorte qu'on puisse maintenir un label d'agriculture biologique pour le sel, mais récolté de manière artisanale. Parce que là, on veut tout confondre. On veut mettre un label pour un sel qui n'est pas récolté de cette manière. Et donc, finalement, ce serait duper le consommateur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte qu'on ait une alimentation de qualité. Vous savez, avant d'être députée, moi, j'étais diététicienne, nutritionniste. Donc, ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup porté à travers, par exemple, la loi Egalip, notamment. Donc, ça, c'est important pour moi. Dans mon bilan, maintenant, j'ai aussi eu la chance d'être rapporteur pour évaluer les politiques publiques en santé environnementale suite à une problématique qu'on a eue sur notre département qui était le cluster de cancer pédiatrique à Sainte-Pazanne. Donc ça, c'est un sujet que je continue à porter. Et puis dernièrement, si vous avez suivi mon actualité, j'ai donc cofondé avec une collègue des Pays de la Loire qui s'appelle Pascal Fontenelle-Personne, une association qui s'appelle Les Simones. Alors pourquoi Les Simones? Parce que Simone Veil, Simone de Beauvoir, d'accord, mais aussi parce que dans les années 30, il y avait une pilote automobile qui s'appelait donc Simone Louise Depinet, qui avait donc son permis et qui disait sur les rallyes: en voiture Simone, c'est moi qui pilote, c'est moi qui klaxonne. En fait, cette association, elle a vraiment pour but d'intégrer la société civile pour faire une politique beaucoup plus sociétale, pour continuer à représenter les hommes et les femmes et également soutenir les femmes pour qu'elles soient encore plus complémentaires dans les instances de pouvoir. Combien de députés sont membres de cette... Alors, on est une soixantaine de députés, peut-être plus maintenant. C'est transpartisan, hein. Il y a des députés de droite, de gauche, du centre. Et c'est une belle dynamique. Alors, nous, on fait partie, en fait, finalement, d'un département à l'Assemblée nationale. Et puis, dans toute la France et en Outre-mer, il y aura des pilotes et des copilotes qui représenteront des Simones et qui porteront des sujets. Vous êtes cofondatrice. Et qui est la présidente du coup Alors, c'est une personne de la société civile qui s'appelle Julie Delpech. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur les réseaux, sur Twitter et très prochainement aussi sur Facebook. Et voilà, c'est que des membres de la société civile qui sont dans cette association. Pour revenir à votre circonscription, en juin prochain se dérouleront les élections législatives. En 2017, vous faisiez face à Franck Louvrier, maire de La Baule, ancien communicant de... À l'époque, il n'était pas maire. Il était juste parachuté, ancien communicant de Monsieur Sarkozy. Ma question est peut-être très simple. Est-ce que vous êtes candidate à votre réélection sur la 7e circonscription? Alors, je me suis posé la question avec mes enfants, en fait, parce que c'est important quand on s'engage comme ça, c'est aussi, on engage tout le monde avec nous, surtout nos proches, bien évidemment. Donc, eux, ils sont plutôt d'accord pour que je reparte. Et alors, moi, j'ai bien envie d'y aller. Après, les choses vont se faire au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, c'est le temps de la campagne présidentielle et puis après viendra un autre temps qui sera le temps des législatives. D'accord, ok. Alors justement, Sarah El Haïry qui a annoncé sur nos confrères de Télé Nantes qu'elle souhaitait se représenter, François de Rugy qui laisse sa place, ce sera sûrement Mounir Belhamiti qui l'avait remplacé lorsqu'il était au ministère de la Transition écologique. Sarah El Haïry, justement, qui vous a confié une mission gouvernementale. Absolument. En quoi consiste-t-elle cette mission? Une mission sur la santé environnementale et les jeunes. Comment aujourd'hui on peut mieux accompagner les jeunes sur toutes ces problématiques de santé environnementale. Alors la santé environnementale, c'est très vaste. C'est l'impact de l'homme sur l'environnement, les conséquences sur sa santé et celle de tous les êtres vivants. Alors c'est vraiment très large, c'est un très large spectre. Ça a aussi un regard sur la santé mentale de notre jeunesse, sur comment on fait de la prévention, quand on est jeune, comment on s'alimente, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre planète, pour les années à venir, et concrètement, comment on fait pour vivre en bonne santé demain avec toute cette jeunesse qui a aussi plein de projets et comment on fait en sorte qu'ils soient bien dans ces projets-là avec une bonne santé et un environnement qui servira cette cause. Ça se terminera quand? Elle est peut-être. Ça se termine, je remets mon rapport en fin de semaine. D'accord, ok. Alors, avec des propositions pour activer tout ça. Quelles sont ces propositions? J'ai pas encore tout noté, mais si vous voulez, je vous sortirai tout ça parce que la dernière audition a eu lieu hier, vous voyez, donc on fait tout très vite et très bien.
Alors merci beaucoup Sandrine Josso d'avoir accepté Merci, mon Davian. invitation. Merci également à votre collaborateur parlementaire Adrien Campos pour avoir organisé donc cette interview. Merci également à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est la suite et fin du journal avec Théo Tornet. Quant à moi, je vous donnerai rendez-vous dans la toute nouvelle émission QG Politique le 19 janvier prochain et je serai depuis le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Nantes pour la première fois dans le domaine politique. Il utilisera la technologie ScreenX, un système de multiprojection sur 4 écrans. Merci de nous avoir suivis. Merci Sandrine Josso d'avoir accepté mon invitation. C'est un tragique destin pour les deux frères. Ils formaient un duo emblématique, notamment connu pour avoir animé l'émission de science-fiction Temps X diffusée de 1979 à 1987 sur TF1. Ils avaient été hospitalisés dans le service de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou le 15 décembre à Paris après avoir contracté le Covid-19. Retour sur l'histoire et les carrières de front d'Igor et Grishka Bogdanov avec ce reportage de Meiki Suplon. Frères jumeaux, Igor et Grishka Bogdanov, le duo le plus inséparable et le plus connu de la télévision, sont décédés tous deux à l'âge de 72 ans, à 6 jours d'intervalle. Ils sont morts du Covid-19. Ils n'étaient pas vaccinés. Ensemble, revenons sur les meilleurs moments de leur carrière hors du commun. Igor est diplômé, lui, d'un doctorat en physique théorique et Grishka d'un doctorat en mathématiques. En 1976, à seulement 28 ans, ils sortent un livre appelé « Les clés pour la science-fiction ». Yves Mourouzi les remarque et les invite dans son journal de la mi-journée, puis leur propose une chronique dans son émission « Bon appétit ». Les frères jumeaux proposent alors aux téléspectateurs une rubrique sur les robots et les extraterrestres, mais c'est en 1979 sur TF1 que Igor et Grishka prennent les commandes de Temps X, cette émission que les deux frères se font remarquer, la première émission basée sur la science-fiction à la télévision. Puis sur France 2, dans l'émission Science X en 2008. En 2015, ils tournent un clip avec Cyril Hanouna, Bogta Bogdanov. Toujours en 2015, ils font leur apparition dans l'émission culte Fort Boyard, dans l'épreuve de la Boyard Academy. Et deviennent, en mai de la même année, chroniqueurs dans l'émission Les Grosses Têtes, présentée par Laurent Delahousse. Leur dernière apparition médiatique se fait en 2020 dans Masked Singer sur TF1. Ils étaient tous les deux déguisés en perroquets. C'est le 15 décembre dernier que leurs états se sont dégradés. Le 28 décembre, c'est Grishka qui meurt en premier. Puis le 3 janvier dernier, c'est Igor qui s'en est allé. Leurs obsèques se dérouleront ce lundi à l'église de la Madeleine à Paris, où les deux frères vont faire ses adieux avant de rejoindre les étoiles. Tout de suite, on va retrouver Pierre-Emmanuel Alter pour la météo. Bonjour Pierre-Emmanuel, ravi d'être avec vous aujourd'hui. On se dirige vers un retour au calme qu'une dégradation du ciel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Théo, très heureux d'être avec vous en ce dimanche. Et non, on va pas se mentir, il a fait très mauvais ces dernières heures avec un vent soutenu et des pluies intenses sur une large partie de l'Hexagone et ça ne va pas s'arranger ces prochaines heures. Toutefois, on voit des signes d'amélioration au cours de la semaine prochaine. Donc pour commencer cette seconde partie du week-end, eh bien on va la poursuivre toujours avec de nombreux nuages sur le nord, quelques ondées, quelques averses ailleurs, neigeuses sur dès les premières hauteurs en fait des reliefs de l'est. Ailleurs donc un soleil généreux s'imposera sur l'extrême sud-est, mais toutefois il faudra bien surveiller en cet après-midi un front pluvieux qui est en train de revenir actuellement par l'océan et touche le sud de la Garonne, apportant des cumuls de pluie assez conséquents et des quantités de neige plutôt abondantes. Donc soyez vigilants sur ces régions dans les prochaines heures et les prochains jours, puisque cela va continuer. Ailleurs, les éclaircies donc seront plutôt fréquentes et les températures, elles, montreront des signes de fraîcheur, puisqu'il fera seulement de 6 à 9 degrés. Enfin, on gardera toujours des valeurs de saison. Il faudra aller près des côtes où nous observerons par exemple à Nice jusqu'à 14 degrés. Pour votre tendance à venir et notamment lundi, eh bien toujours un faible front pluvieux concernera les
les régions côtières océaniques, avec des pluies plus actives des Landes aux Pyrénées, amplifiant le manteau neigeux instable et donc amplifiant le risque d'avalanche sur les reliefs. Donc soyez très très vigilants si vous êtes actuellement dans une des stations pyrénéennes. Ailleurs, quelques ondées seront toujours observées, avec localement des flocons sur les hauteurs des reliefs de l'Est notamment, et on conservera un soleil assez franc en région PACA. Donc félicitations à vous qui allez conserver, chers habitants de la PACA, un temps plutôt calme tout au long de la semaine. Les températures, elles, seront assez froides à l'est, plus douces à l'ouest. Mardi, même type de temps, sans précipitations importantes cette fois-ci, nombreux nuages au nord, mais aussi au centre, quelques gouttes éparses, et toujours un soleil généreux en s'approchant des Alpes et du bassin de la Grande Bleue. Le mercure, lui, évoluera peu. Enfin, mercredi, l'anticyclone va véritablement stationner sur la France, apportant donc un temps calme. Mais attention, anticyclone ne rime pas avec soleil, puisque nous conserverons toujours de la grisaille tenace au nord et à l'ouest, s'espaçant au fil des heures de la journée, donc sur le centre et le nord-est. Ailleurs, des éclaircies fréquentes seront observées, et même un soleil bien franc sur les Alpes toujours, et en Méditerranée. Vos thermomètres afficheront toujours à peu près les mêmes valeurs de 1 à 9 degrés selon les régions où vous habitez. Voilà Théo pour la météo des prochains jours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2022 remplie de joie et de bonheur. Et puis surtout, beaucoup de soleil. À bientôt. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur arainfo.fr ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Prochain rendez-vous, vous retrouvez samedi prochain FAQ avec Romain Lucas. Et dans 2 semaines, vous retrouvez à cette place mon cher Steven Koum. D'ici là, passez une très bonne journée sur AR1. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Retrouvez toutes vos infos en replay sur AR1 Inside News. Rendez-vous mercredi prochain à 16h pour votre nouvelle émission présentée par Rodrigue Bedin, QG Politique. À l'approche des élections présidentielles en avril, puis législatives en juin, AR1 vous propose une nouvelle offre d'émission afin de décrypter les enjeux de manière pédagogique, mais aussi de vous donner l'envie d'aller voter.